Louis XIV, que l'on surnomme encore aujourd'hui le roi Soleil, est sans doute l'un des souverains les plus emblématiques et les plus marquants de l'histoire de France, tant par la longueur de son règne que par la transformation profonde qu'il a imposée à son royaume. En accédant au trône à un âge extrêmement jeune, il parvient au fil des décennies à construire un pouvoir absolu, centralisé et redoutablement efficace, tout en se présentant comme le représentant direct de Dieu sur terre. De son enfance agitée à ses triomphes militaires, de la construction de Versailles à la centralisation autoritaire de l'État, Louis XIV incarne à lui seul la grandeur, la complexité et les contradictions de la monarchie française à son apogée. Vous allez découvrir, à travers une narration complète et minutieuse, toute la vie de Louis XIV, de sa naissance jusqu'à sa mort, pour mieux comprendre l'homme, le roi et l'héritage colossal qu'il a laissé derrière lui. Louis Dieudonné naît le 5 septembre 1638 au château de Saint-Germain-en-Laye, après 23 longues années de mariage sans héritier entre le roi Louis XIII et son épouse Anne d'Autriche, ce qui en fait un enfant tant espéré et considéré par beaucoup comme un véritable don de Dieu. Sa naissance intervient dans un contexte politique délicat, alors que la France est engagée dans la guerre de 30 ans et que les tensions internes menacent la stabilité du royaume. À la mort de son père, en 1643, le jeune Louis n'a que 4 ans, ce qui fait de lui un roi en titre, mais sans pouvoir effectif, tandis que la régence est confiée à sa mère, Anne d'Autriche, qui choisit le cardinal Mazarin comme principal ministre pour gouverner le pays en son nom. Durant ses premières années, le futur roi grandit à l'abri des décisions politiques, mais commence déjà à observer, avec une attention discrète mais réelle, les mécanismes complexes du pouvoir royal et les rivalités qui l'entourent. Entre 1648 et 1653, alors que Louis XIV n'est encore qu'un adolescent, la France traverse une période de grande instabilité, connue sous le nom de la Fronde. C'est une série de révoltes menées par les parlementaires, les nobles et même certaines franges du peuple contre l'autorité de la régente et de son ministre Mazarin, jugés trop autoritaires et fiscaux. Ces événements, souvent violents, forcent le jeune roi à fuir Paris avec la cour. Il vit dans l'incertitude et la peur, témoin impuissant de scènes de mépris envers la monarchie. Ces souvenirs douloureux marquent profondément Louis XIV. Au cœur de ce chaos, Louis développe une méfiance profonde envers la noblesse et une volonté inébranlable de restaurer un ordre strict et indiscutable, basé sur un pouvoir monarchique absolu et centralisé. La Fronde devient ainsi le catalyseur d'une idéologie qui guidera tout son règne. Ne jamais laisser d'autres centres de pouvoir concurrencer l'autorité du roi. Lorsque le cardinal Mazarin décède en 1661, tous les membres de la cour et du gouvernement s'attendent à ce que Louis XIV nomme un nouveau principal ministre pour le remplacer, comme le veut la tradition monarchique depuis plusieurs générations. Contre toute attente, le jeune roi, âgé de 22 ans à peine, annonce qu'il entend désormais gouverner seul, sans aucun ministre au-dessus de lui, ce qui constitue un tournant radical dans l'histoire politique de la monarchie française. Dès lors, il se lève chaque matin à 5 heures, assiste à tous les conseils, décide personnellement des affaires diplomatiques, militaires, économiques et religieuses, sans jamais déléguer ses prérogatives. Il s'entoure néanmoins d'hommes de talent, comme Jean-Baptiste Colbert, qui réforme les finances, stimule l'industrie et développe la marine marchande, ou encore Louvois, qui restructure l'armée, améliore la logistique et élabore des stratégies de guerre à grande échelle. À travers cette organisation minutieuse, Louis XIV établit un véritable absolutisme de droit divin, où le roi n'est plus seulement un souverain, mais le cœur même de l'État, affirmant avec conviction « L'État, c'est moi ». Conscient de l'importance de l'image dans l'exercice du pouvoir, Louis XIV entreprend, à partir des années 1660, la transformation progressive du pavillon de chasse de son père, situé à Versailles, en un somptueux palais royal destiné à incarner la grandeur de la monarchie et à centraliser la vie politique et administrative du royaume. Le chantier, colossal tant par sa taille que par ses ambitions artistiques et logistiques, mobilise des milliers d'ouvriers, d'architectes, de peintres et de jardiniers, sous la direction d'artistes renommés comme Levau, Lebrun et Le Nôtre. En 1682, le roi décide d'y installer la cour et les ministères,
transformant Versailles en véritable cœur battant du pouvoir. À travers un protocole strict, appelé l'étiquette, Louis XIV soumet la noblesse à un rituel quotidien de présence, de flatterie et de contrôle, réduisant leur influence politique au profit d'une loyauté sans faille. Le palais de Versailles devient non seulement un chef-d'œuvre architectural et artistique, mais également un instrument de domination politique, où chaque pierre, chaque fontaine, chaque miroir célèbre la gloire éternelle du roi Soleil. Convaincu que son pouvoir lui vient directement de Dieu, Louis XIV mène une politique religieuse inflexible visant à imposer l'unité spirituelle au sein du royaume pour renforcer son autorité temporelle. En 1685, il signe la révocation de l'édit de Nantes, abrogeant ainsi la tolérance religieuse accordée aux protestants depuis près d'un siècle et déclenchant une vague de persécutions, de conversions forcées, de destruction de temples et d'exil massif. Plus de 200 000 huguenots quittent alors la France, emportant avec eux leurs savoir-faire artisanaux, commerciaux et intellectuels, affaiblissant durablement l'économie du pays. Pour Louis XIV, il ne peut exister qu'un seul roi, une seule foi, une seule loi, et la diversité religieuse est perçue comme un danger potentiel pour l'unité de l'État. Les dernières années de la vie de Louis XIV sont assombries par une série de tragédies familiales, de revers militaires et de crises sociales. Le roi, vieilli, affaibli et malade, doit faire face à la mort successive de son fils unique, le grand dauphin, puis de son petit-fils, le duc de Bourgogne, ainsi que de plusieurs arrière-petits-enfants, ce qui fragilise la succession dynastique. Parallèlement, la guerre de succession d'Espagne saigne le pays, provoque des famines dévastatrices et accroît la lassitude du peuple envers un règne perçu comme autoritaire et insensible à la souffrance populaire. Malgré cela, Louis XIV conserve jusqu'au bout une conscience aiguë de sa fonction royale, poursuivant son travail quotidien, dictant ses volontés et préparant la transition vers la régence pour son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, encore enfant. Le 1er septembre 1715, après 72 années de règne ininterrompu, Louis XIV s'éteint dans sa chambre du château de Versailles à l'âge de 76 ans, laissant derrière lui un royaume profondément transformé, centralisé et marqué par son empreinte personnelle. Il lègue à la France un modèle de monarchie absolue, un palais symbole de prestige et de domination, une culture rayonnante en Europe, mais aussi une dette colossale, un peuple épuisé et des tensions sociales croissantes. Louis XIV reste, pour les siècles suivants, une figure mythique, à la fois admirée pour sa grandeur et critiquée pour son autoritarisme. Son règne incarne la puissance suprême du roi, mais annonce aussi, à long terme, les failles d'un système qui, un siècle plus tard, s'effondrera dans la Révolution. Merci d'avoir suivi cette vidéo détaillée sur la vie de Louis XIV, un roi dont le destin continue d'influencer notre mémoire collective. Si vous souhaitez découvrir d'autres grands personnages ou périodes de l'histoire de France et du monde, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire. À très bientôt pour une nouvelle immersion dans le passé.